Cet après-midi, alors qu'on commémore en ce 3 juin les 100 ans de sa disparition, je vous raconte comment les écrits d'un romancier devenu aujourd'hui l'un des plus célèbres au monde ont été retrouvés, édités et même modifiés contre ses dernières volontés à cause ou grâce à un ami et de nombreux complices aussi. Ou la véritable histoire des manuscrits du romancier Franz Kafka. Quel a été le destin de ces précieux manuscrits de Prague à Jérusalem ? Pourquoi Kafka voulait-il que son œuvre soit détruite ? Quelle place a-t-il aujourd'hui dans l'histoire de la littérature ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 3 juin 1924, il y a 100 ans, jour pour jour, non loin de Vienne, dans le sanatorium de Kirling. C'est là que l'écrivain Franz Kafka s'apprête à livrer son dernier souffle. Lui, le tuberculeux dont la gorge le fait terriblement souffrir. Lui, l'écrivain torturé qui ne parvient plus à se nourrir correctement. Il a bien essayé de se soigner en adoptant un régime végétarien, en s'abreuvant de lait non pasteurisé ou en suivant à la lettre des cures naturopathes. Mais rien n'y fait. Chaque goutte de lait ingérée se transforme en cauchemar gustatif, car sa tuberculose a eu pour conséquence de provoquer des lésions irréparables sur son larynx. Robert Klopstock, son ami et médecin, a pourtant œuvré sans relâche pour soulager ses souffrances. C'est lui qui a décidé de son transfert, d'abord dans une clinique à Vienne, puis au sanatorium de Kirling. C'est aussi lui qui lui a promis, comme il le souhaitait, de tenir sa compagne Dora éloignée au moment où la mort viendra s'emparer de l'écrivain. Mais au dernier moment, le romancier se ravise et demande à ce que sa dernière épouse, Dora Diamant, soit à ses côtés. Voilà comment se déroule la scène, telle que la raconte notre invité Léa Weinstein dans son livre qui nous a permis de nourrir mon récit aujourd'hui. Robert Klopstock la rappelle. Elle revient essoufflée, un bouquet à la main. Elle lui dit « Regarde ces fleurs, respire-les un peu. » Mais aucune réaction de l'homme qu'elle aime. Il est aux alentours de midi. Franz Kafka n'est plus. Il n'avait que 40 ans. Et n'imaginez pas que pour ses funérailles, une semaine plus tard, des milliers d'admirateurs se ruent au cimetière juif de Prague pour lui rendre un dernier hommage. Non, peu de personnes font le déplacement. Son ami Max Brod décrit une cérémonie sans éclat. Car celui qui est considéré comme l'un des plus grands écrivains du XXe siècle n'est pas, en 1924, l'homme de lettres à succès que nous connaissons aujourd'hui. La Métamorphose, le Procès, le Château, l'Amérique, toutes ces œuvres ne rencontreront leur public que bien après la mort de l'auteur. Grâce notamment à un homme, celui que je viens de vous citer, Max Brod donc. C'est lui qui va se charger de publier ses écrits, car Max croit en Kafka, plus que Kafka lui-même, allant jusqu'à désobéir aux dernières volontés du romancier, et cela sans perdre de temps. Dès le jour des funérailles, un premier contrat est signé entre Max Brod et Hermann Kafka, le père de Franz, donnant à Brod le droit de publier les œuvres de son fils à titre posthume. Lui, le père autoritaire, qui n'a pourtant jamais soutenu Franz dans ses désirs d'écriture. Commerçant, il aurait préféré que son fils reprenne l'entreprise familiale, une boutique de produits de galanterie comme des parapluies, des cannes et de la mercerie, située à Prague dans l'actuelle République tchèque qui, à l'époque, appartient au Saint-Empire romain germanique. Mais ce ne fut pas le cas. Et les relations entre les deux ont été tout au long de leur vie à minima conflictuelles et en réalité plutôt désastreuses. L'écrivain fait d'ailleurs régulièrement référence à son géniteur dans ses livres et nouvelles. Par exemple, en 1913, dans Le Verdict, la figure patriarcale est tout sauf positive. Dans cette nouvelle, il est question d'un jeune homme réprimandé, torturé par son père lui-même et condamné à mort par noyade. Quelques années plus tard, en 1920, dans Der Geyer, le vautour, qui s'attaque au pied de sa victime, est une métaphore de son père, décrit à de nombreuses reprises comme prétentieux et violent. Ce charognard prend l'ascendant sur le jeune homme dont la mort semble inéluctable. L'ombre d'Hermann Kafka volera donc régulièrement au-dessus et dans les pages de l'œuvre de son fils. Dans la Métamorphose ou la lettre au père, là encore le portrait du papa brossé par Franz est bien écorné. Alors, la décision d'Hermann à la mort de son fils en 1924 n'a finalement rien de surprenant. Pour ne pas avoir à gérer toute l'administration liée au manuscrit de son rejeton, et peut-être aussi parce qu'il nourrit le souhait de gagner quelque argent sur la carcasse de son fils, il signe un accord avec le grand ami de Franz.
Max Brod a désormais les pleins pouvoirs pour faire publier les nombreux manuscrits que son ami Kafka n'a jamais pris le temps ou plutôt voulu éditer. Pourtant, il le sait, Franz Kafka n'était pas vraiment favorable à cette mise en lumière. Pire, il a explicitement confié à son ami, à l'oral et à plusieurs reprises, qu'il préférerait ne laisser aucune trace de ses écrits. Car Kafka, durant sa courte carrière, a souvent entretenu avec ses manuscrits et plus généralement avec la littérature, un rapport douloureux. Il s'agit pour lui, je cite, d'une activité atroce qui implique une ouverture totale du corps et de l'âme. Mais cette dévotion à l'écriture n'est pas gratuite. Dans une lettre à son ami Oskar Polak, en janvier 1904, Franz Kafka, 20 ans, précise son objectif comme écrivain. « Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous. Voilà ce que je crois. » Il dit également que si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? La brutalité, la douleur, telles sont entre autres les thématiques qui habitent certes le romancier, mais malheureusement aussi l'homme, rarement en paix avec lui-même et le monde qui l'entoure. Alors, quand il réfléchit à ce que deviendra son patrimoine littéraire une fois son œuvre revenue, sa décision de ne rien laisser à la postérité ne surprend guère. Max Brod, son ami et désormais légataire universel, ne veut pas se formaliser avec ça. D'ailleurs, selon lui, au moment de trouver un accord avec Hermann Kafka, Franz n'a jamais officialisé par écrit cette requête de faire brûler tous ses manuscrits. Ou tout au moins, Brod n'a jamais lu une telle demande. Jusqu'à ce jour de funérailles donc. Car alors qu'il vient de conclure ce contrat de cession de droit avec le père de Kafka, il s'aventure dans le bureau du fils. On raconte alors qu'il jette un œil dans le tiroir entrouvert. Sous un presse-papier, Max Brod découvre de nombreux brouillons inachevés, surtout de billets non datés, écrits sur de simples feuilles de papier. Brod y lit noir sur blanc ce que son ami lui avait déjà formulé à l'oral de son vivant. « Mon cher Max, peut-être ne me relèverai-je plus cette fois. Voici donc dans cette éventualité ma dernière volonté au sujet de tout ce que j'ai écrit. De tout ce que j'ai écrit, seuls les livres, le verdict, métamorphose, colonie pénitentiaire, médecin de campagne et le récit Un artiste de la fin sont valables. Quand je dis que ces 5 livres sont valables, cela ne signifie pas que je souhaite qu'ils soient réimprimés et transmis au temps futur. S'ils pouvaient au contraire être entièrement perdus, cela correspondrait entièrement à mon désir. Simplement, puisqu'ils existent, je n'empêche personne de les avoir si quelqu'un en a envie. En revanche, tout le reste de ce que j'ai écrit, les textes imprimés dans des revues, les manuscrits, les lettres, dans la mesure où on peut encore mettre la main dessus ou les obtenir des destinataires, tout cela sans exception doit être détruit, de préférence sans le lire. Franz. Alors que faire ? Suivre les consignes de son ami ou lui désobéir et faire confiance à son instinct ? Max Brod en est convaincu. Si Kafka n'a pas eu la reconnaissance du monde de son vivant, il l'obtiendra une fois mort et il compte bien s'y employer. Alors, avant de devenir l'agent officiel post-mortem de Franz Kafka, Max Brod a une mission et non des moindres, partir à la recherche de l'ensemble de l'œuvre et donc des manuscrits de son écrivain protégé. Brod, qui au début des années 20 jouit d'une belle réputation, notamment comme poète et dramaturge, n'hésite pas à mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à la sauvegarde du patrimoine littéraire de son ami Kafka. Et il se révèle être un chercheur hors pair. Dès l'été 1924, il parvient à regrouper une grande partie des manuscrits de Franz Kafka. S'il n'avait pas percé dans le monde littéraire, Mr. Brod aurait pu se faire une place de choix dans le cercle très fermé des détectives. La première piste n'est pas la plus compliquée. Il se rend tout d'abord dans la maison familiale des Kafka. C'est là qu'il met la main sur les manuscrits du procès et du château, inachevés et sans titre. La famille Kafka accepte également de lui céder les courriers de leur fils. Famille, amis, tout le monde a droit à la visite de Max. Auprès du jeune médecin Robert Klopstock, qui a accompagné Franz Kafka jusqu'à la toute fin, il récupère les feuillets de conversation. L'une des compagnes de Kafka, Milena Jesenska, fervente défenseur de l'œuvre de son ancien compagnon, confie très facilement un trésor inestimable. Quand ils se rencontrent un soir de juillet 1924, Milena arrive avec une boîte qui renferme précieusement des manuscrits et une dizaine de cahiers qui constituent le célèbre journal de Franz Kafka. Ce journal est un témoignage poignant dans lequel l'auteur évoque tous ces démons qui le rongent au quotidien, la peur de la maladie et de la solitude, le désir et la crainte du mariage,
ainsi que sa lutte contre le milieu familial et religieux. Max Brod en a à présent la propriété temporaire. En revanche, il n'obtient pas tout de suite les 149 cartes postales et lettres que les deux amoureux se sont échangées. Autre résistance dans ses investigations, Dora Diamant, la dernière épouse de Kafka. Bien que Brod la connaisse parfaitement et qu'ils nourrissent d'excellentes relations, Dora, encore endeuillée, campe sur ses positions. Elle sait mieux que quiconque que Franz Kafka ne souhaitait pas être mis en pleine lumière à travers ses écrits. Elle-même a brûlé, en réponse à sa demande, certains de ses manuscrits ou de ses courriers. Cependant, elle en conserve d'autres. Max Brod fait tout pour la convaincre de lui laisser la gestion de ce qu'il pressent être une œuvre magistrale. Pour lui, Kafka est un génie de notre temps. Pour lui être fidèle, nous devons lui donner la renommée qui lui revient. Il passait toujours par cette phrase d'inhibition et de rejet de ses propres textes, mais l'œuvre dépasse les états d'âme de son auteur. Il faut que tu me fasses confiance. Les courriers entre les deux amoureux seront pour le moment conservés par Dora Diamant à l'abri des regards. En revanche, Max Brod obtient un très beau lot de compensation et récupère un manuscrit de ce qui deviendra un livre édité en 1931 sous le nom Le Terrier. Rédigé 6 mois avant sa mort, ce manuscrit retrace à la première personne le parcours d'un narrateur mi-humain, mi-animal qui bâtit sous terre un espace composé de tunnels, de corridors, de pièces destinées à protéger son unique habitant des agressions extérieures et donc d'une mort menaçante. Comme à son habitude, Franz Kafka s'inspire de sa propre existence pour ses histoires. Lui qui, dans les dernières années de sa vie, à moins de 40 ans donc, est déjà en pré-retraite et passe le plus clair de son temps à essayer de combattre cette tuberculose contre laquelle, pour le moment, la médecine n'a trouvé aucun remède. Mais penser que ses ouvrages traitent uniquement de sa propre personne serait réducteur. Kafka est avant tout un fin observateur de la société, et il est très inquiet au sujet de la montée de l'antisémitisme en Europe. Dans son journal, notamment, il parle de la communauté juive de Prague, de son rapport au judaïsme, de sa volonté de s'installer en Palestine. Il n'en aura malheureusement pas le temps. Cependant, il a mis en garde contre les menaces qui planent sur le peuple juif. Presque 10 ans après sa mort, parmi les potentielles victimes se trouve justement son ami exécuteur testamentaire Max Brod. Il fait partie de la liste noire des écrivains interdits de publication par les nazis. Le 10 mai 1933, les livres de Max Brod sont brûlés, leur dos tout à fait. Les œuvres de Kafka, encore méconnues, échappent cette fois-ci à la punition par le feu. Il y a pourtant urgence pour Brod. Si le chancelier allemand Adolf Hitler continue d'imposer en Allemagne des mesures liberticides à l'encontre des Juifs, il n'est pas impossible de voir disparaître définitivement les manuscrits de Franz Kafka. Et c'est ce qui se profile très rapidement. Toujours en 1933, la Gestapo saisit environ 25 journaux et 35 lettres dans l'appartement berlinois de Dora Diamant. Brûlés ou détruits, personne ne remettra la main dessus. Alors, en mars 1939, lorsque les nazis occupent Prague, Max Brod ne réfléchit pas, il s'enfuit, emportant avec lui les manuscrits de son ami Kafka. Poursuivre leur publication et leur diffusion à travers le monde est plus que jamais sa priorité, quitte à prendre des libertés avec les textes initiaux. Mais pour l'instant, avant toute chose, Brod doit mettre à l'abri ses manuscrits. Avec son épouse Elsa Tausig, il saute donc dans le dernier train autorisé à franchir la frontière tchéco-polonaise avant que les nazis ne la ferment. Symbole de sa volonté farouche de protéger l'œuvre de son ami, enfui en Prague face à l'arrivée imminente des soldats d'Hitler, Brod a préféré délaisser ses propres ouvrages au profit de ceux de Kafka. Dans sa valise donc, des manuscrits, des croquis, des lettres, des récits de journaux, pourvu que ce trésor littéraire ne soit pas confisqué pendant leur trajet. Plus de peur que de mal. Après la Grèce, la Crète, Alexandrie, Max et Elsa posent enfin le pied à Tel Aviv. Max est juif et la destination n'est évidemment pas choisie au hasard. D'ailleurs, Kafka avait pour objectif de venir s'installer à terme dans la région lui aussi. Il s'en confiait d'ailleurs à son ami Max quelques années avant sa mort. « J'aurais sinon émigré en Palestine, du moins voyagé jusque-là, en passant le doigt sur la carte. » À l'époque, l'écrivain consacre une grande partie de son temps à apprendre l'hébreu. Malheureusement, il ne parviendra jamais à mettre son projet à exécution. Ces manuscrits, quant à eux, trouveront à Tel Aviv une seconde maison bien plus sûre que celle de Prague, où les nazis ont investi les moindres recoins. Désormais, Brod doit s'atteler à sa principale mission, convaincre les éditeurs de publier les ouvrages de ce Kafka que peu connaissent encore, et pour cela,
Il doit rendre lisibles ses manuscrits. Dès les premières publications, Max Brod n'hésite pas à poser sa petite touche dans les textes de Kafka. Il est vrai que beaucoup des documents que l'homme a récupérés sont inachevés. Il faut donc les mettre en forme. Brod y met du cœur, mais peut-être un peu trop. Car s'il avait déjà renoncé à ne pas brûler les textes de Kafka comme son ami lui avait suggéré, désormais il ne se gêne plus pour s'immiscer dans son écriture. Il déplace quelques chapitres, modifie carrément des phrases et des mots et change la ponctuation dans certains passages. Mais seul, il sait que la tâche est bien trop titanesque, surtout qu'en 1942, son épouse Elsa meurt. Il se rapproche d'une certaine Esther Hofe. Elle devient sa secrétaire et Max Brod lui confie notamment la mise en ordre du dossier Kafka. La priorité est de trier, classer et surtout traduire, pour que cette œuvre magistrale trouve la place qu'elle mérite dans la littérature internationale. Il faut que les livres soient compréhensibles par tous. C'est ainsi que les ouvrages de l'Amérique, Le procès et Le château sont traduits en hébreu. Les textes de Franz Kafka vivent chaque jour un peu plus. Pourtant, au niveau international, la situation se durcit. Quand la Seconde Guerre mondiale prend fin, Max Brod est sonné. Nombreux sont ses amis et des membres de sa famille qui ont péri pendant le conflit. Du côté des Kafka, les 3 sœurs chéries de Franz ont aussi perdu la vie dans les camps. Plus que jamais, les écrits du romancier font figure de survivants. Il faut avouer que Max et Esther en prennent particulièrement soin. Ils sont dissimulés dans des coffres-forts de banque, plus rien à voir avec la frêle valise qui les avait transportés depuis Prague en 1939. Les années passent, 15 ans précisément, et Max Brod sent désormais que la vieillesse le rattrape. Alors, dans son testament du 7 juin 1961, il nomme Esther Hofe comme seule exécutrice testamentaire et il lui lègue tous ses biens. D'autre part, il réclame qu'après sa mort, la succession littéraire soit confiée à la Bibliothèque hébraïque de Jérusalem, la Bibliothèque municipale de Tel Aviv ou d'autres archives publiques d'Israël ou à l'étranger. L'héritière décidera du choix des institutions et des conditions. 7 ans plus tard, le 20 décembre 1968, Max Brod décède à l'hôpital Weilinson dans la banlieue de Tel Aviv. A priori, il a accompli sa mission. Kafka a été sauvé de la barbarie nazie et de sa volonté d'éradiquer toute présence et toute culture juive sur le territoire européen. Le romancier est à présent connu partout à travers le monde. Le très populaire Orson Welles a adapté son livre Le procès au cinéma et les spectateurs se ruent dans les salles pour admirer les stars de l'époque, Romy Schneider, Jeanne Moreau et Anthony Perkins. Par ailleurs, Max Brod a tout anticipé pour que le patrimoine littéraire de son ami Franz Kafka soit à l'abri. Esther, sa secrétaire, que beaucoup soupçonnent aussi d'être sa maîtresse, a promis de conserver ses documents. Elle va tenir parole, peut-être même au-delà de ce que s'était figuré Brod. Car elle va se battre pendant 40 longues années face à la Bibliothèque nationale de Jérusalem notamment. L'institution souhaite récupérer l'intégralité des documents originaux de Kafka, une affaire rocambolesque dont s'emparent de nombreux journalistes à travers le monde et qui suscite une vague d'émotions comme rarement un écrivain en avait provoqué jusque-là. Mais que se passe-t-il donc au 20 rue Spinoza à Tel Aviv ? En 2012, de nombreux journalistes viennent toquer régulièrement à la porte de cet appartement habité à la fois par une trentaine, voire une cinquantaine de chats, mais aussi et surtout par Eva Hofe, l'une des filles d'Esther, la secrétaire de Max Brod, décédée 5 ans maintenant auparavant. Si Eva Hofe et son appartement sont au cœur de toutes les attentions, c'est qu'Israël et la Bibliothèque nationale tentent de récupérer le trésor qu'elle a hérité de sa mère et qui serait composé de nombreux manuscrits inédits du célèbre écrivain Franz Kafka. Ces documents sont répartis dans 10 coffres bancaires, 4 en Suisse et 6 à Tel Aviv, mais pas seulement. L'appartement qu'occupe la famille Hofe depuis des dizaines d'années cacherait lui aussi des écrits jamais dévoilés. 2012 est donc une année charnière, puisqu'un procès va décider si les manuscrits de Franz Kafka doivent rester la propriété de la famille Hofe ou si leur place est à la Bibliothèque nationale et de manière générale en Israël. Comme le patrimoine de Stefan Zweig ou Albert Einstein. En 1974 déjà, la justice avait donné raison à la famille Hofe. Après plusieurs mois, le 14 octobre 2012, le tribunal tranche. Les écrits doivent être conservés à la Bibliothèque nationale de Jérusalem. Quelques semaines auparavant, un journaliste australien est parvenu à interroger Eva Hofe alors qu'elle partait faire des courses. Au sujet de ce procès, elle aurait répondu « Cette histoire ne finira jamais. C'est une tension mentale terrible. » Aujourd'hui, 3 juin 2024, cela fait donc 100 ans
que Franz Kafka, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, nous a quittés. Lui, le petit garçon timide, devenu docteur en droit, puis employé de compagnie d'assurance, et qui ne souhaitait pas que ses écrits soient publiés. Ironie ou situation kafkaïenne, nous pouvons désormais retrouver des documents inédits sur le site de la Bibliothèque nationale de Jérusalem. Des archives accessibles partout dans le monde. Un comble, me direz-vous, pour celui qui a supplié ses proches de ne jamais divulguer ses manuscrits. Europe 1, historiquement vôtre. Léa Weinstein, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. C'est une histoire kafkaïenne que celle des manuscrits de Franz Kafka. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a comme suscité une histoire kafkaïenne, comme vous dites, après sa mort, un destin qu'il aurait pu écrire lui-même, avec des personnages incroyables, avec des appartements pleins de détritus, exactement comme dans les romans qu'il a écrits. Léa Weinstein, vous publiez « J'irai chercher Kafka », une enquête littéraire aux éditions Flammarion. Un récit personnel dans lequel vous narrez l'invraisemblable destin des manuscrits de Kafka. Votre livre s'ouvre sur les dernières semaines de la vie de l'écrivain pragois au sanatorium de Kierling. Atteint par la tuberculose, ne pouvant plus parler, il écrivait sur des feuilles volantes. Quels ont été ses derniers mots, plutôt ses dernières phrases ? Alors, il y a une phrase assez énigmatique où il parle de limonade. Voilà, en fait, comme vous l'avez dit, son larynx a été atteint, donc il peut plus vraiment parler, c'est pour ça qu'il écrit, et il peut plus vraiment manger aussi. Et donc il a une espèce d'obsession pour le yaourt, par exemple, qui doit lui procurer, j'imagine, à ce moment-là, une espèce d'apaisement, pour la bière et pour la limonade. Et donc la dernière phrase écrite par Franz Kafka est celle-ci, « Limonade, tout était infini ». Au moment de sa mort, il y a 100 ans, jour pour jour, Kafka ne jouissait pas d'une grande notoriété. À propos de ses manuscrits, il écrit, c'est une forme de testament d'ailleurs, « S'il pouvait être entièrement perdu, cela correspondrait entièrement à mon désir. » Pourquoi veut-il que ces manuscrits disparaissent ? Alors ça, c'est un mystère, hein, c'est une énigme, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a là une ambivalence ? C'est-à-dire, est-ce que à la fois, il le désire très fort, que ces textes soient publiés, et à la fois il en a peur, donc il est dans cette demande de destruction, ou est-ce que vraiment il a l'œil sévère que peut avoir l'écrivain sur ce qu'il écrit, et donc il les juge trop imparfaits ? Je pense que c'est une possibilité aussi. Oui. Et c'est par le feu que Kafka souhaite faire disparaître ses manuscrits. Comment vous interprétez cela ? C'est quand on sait que beaucoup d'œuvres d'écrivains juifs seront victimes d'autodafé. Alors, il pouvait pas le savoir puisqu'il meurt en 1924, mais en effet, il y a quand même une certaine violence, je pense, dans cette demande de destruction totale, radicale. Le feu avec des papiers, c'est ça, c'est la volonté qu'aucune trace ne résiste. Et donc, Max Brod va vraiment apparaître comme un espèce de sauveteur à cet égard, puisque non seulement il va pas les brûler, mais il va les sauver d'autres incendies, puisqu'après sa mort, plus de 10 ans après, Kafka va se retrouver sur la liste noire et donc va risquer les autodafés. C'est l'écrivain Max Brod qui va faire vivre l'œuvre de Kafka en la publiant. Quelle est selon vous sa conviction alors qu'il trahit donc le testament de son ami disparu ? Je rappelle qu'en 1939, alors qu'il fuit Prague, il emporte avec lui les manuscrits de Kafka, mais laisse les siens derrière lui. Oui, parce que Max Brod est aussi écrivain, et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête pour mesurer la force de son geste. Il perd un ami, donc il y a aussi le chagrin, je pense, le deuil, tous ces affects-là qui jouent dans les premières années. Et puis, il y a la conviction qu'il y a une œuvre. L'avenir lui a quand même donné raison, et peut-être même la conscience qu'il y a chez Kafka une œuvre qu'il n'y a pas chez lui. Et donc finalement, il laisse de côté son œuvre, mais grâce au fait qu'il devienne cet architecte de l'œuvre de Kafka, il a une postérité. Regardez, on est en train de parler de Max Brod aujourd'hui. Je suis pas sûre que avec son œuvre à lui, on en serait au même point. Voilà. Oui. Et est-ce d'ailleurs une véritable trahison que celle de Max Brod pour vous ? Parce que sans lui, le XXe siècle n'aurait pas connu un tel écrivain comme Kafka. Vraiment, on aurait manqué l'un de nos plus grands écrivains. Oui, et puis est-ce que c'est pas une fidélité en fait ? Est-ce que c'est pas une forme aiguë de fidélité
à un désir qui aurait été le vrai désir de Kafka. Si on gratte un peu la peur, peut-être que derrière, il y avait ce profond désir. Et quand on lit le journal de Kafka, quand on lit sa correspondance, on sent quand même cette importance vitale qu'avait l'écriture, qu'avait la littérature. On a du mal à imaginer qu'il serait malheureux aujourd'hui de savoir que son œuvre est lue et qu'elle continue de l'être. Léa Weinstein, dans J'irai chercher Kafka, vous racontez le destin des manuscrits de Kafka de Prague jusqu'à Tel Aviv. Vous vous êtes rendu. Et c'est dans cette ville, rue Spinoza, qu'ils ont atterri après que Max Brod les a légués à Esther Hofe. S'en est suivi une saga judiciaire qui a duré près de 50 ans et qui a posé cette question: à qui appartient Kafka ? Oui, qui est une question, à la fois de notaire, on peut dire, et à la fois une question politique. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est devenu une question politique et à travers aussi. ces procès. Morale, c'est la question vraiment de la propriété privée ou pas, lorsqu'il s'agit d'une œuvre littéraire et donc d'un patrimoine, en fait. C'est la question du patrimoine. À qui appartient-il ? Est-ce qu'il appartient à tout le monde ? Ou est-ce que s'il y a eu un testament, est-ce que c'est la propriété privée qui prime ? C'est-à-dire l'histoire familiale, l'histoire amoureuse. Max Brod a quand même sauvé ses manuscrits. S'il décide de les donner à la femme qu'il aimait, qui est-on ? Qui est l'État d'Israël, en l'occurrence, qui est l'État de l'Allemagne, qui va aussi entrer un moment dans le procès, qui sont ces États pour intervenir dans cette question-là. En même temps, le problème, c'est que Esther Hofe et puis sa fille, après elle, Eva, vont refuser l'accès des chercheurs à ces manuscrits. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, en effet, on a quand même un patrimoine qui est interdit aux chercheurs, qui est interdit au public, et donc que ça peut poser problème. C'est pour ça que l'État va revendiquer la propriété pour les mettre dans cette bibliothèque où aujourd'hui ils sont accessibles. Après la mort d'Esther Hofe en 2007, sa fille Eva garde les manuscrits dans l'appartement de la rue Spinoza, entourée de chats, refusant de les montrer. Comment vous expliquez à la fois son attachement à ces originaux de Kafka, le fait qu'elle s'entête à refuser qu'on puisse les lire, parce qu'au fond, elle n'a aucun lien, elle, avec Kafka. Non, elle a jamais connu Kafka, évidemment. Sa mère non plus, d'ailleurs, ne l'a pas connu. Je pense qu'il y a à la fois une histoire d'amour quand même assez forte entre Max Brod et sa mère. Et donc, elle a grandi, Eva Hofe a grandi avec Max Brod dans son entourage. Et puis, je me dis que ce sont quand même des gens, Max et Esther Hofe, qui ont émigré, qui, à un moment, de façon très brutale, ont tout quitté pour reconstruire leur vie dans un pays où ils n'avaient jamais mis les pieds, pour tout reconstruire. Et qu'en plus, le monde qu'ils ont quitté a disparu après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je pense que ces manuscrits, à un moment, acquièrent cette valeur-là. C'est-à-dire, ils sont comme des fétiches d'un monde dans lequel ils sont nés, qu'ils ont connu, et qui pour eux est un passé complètement disparu. Votre enquête vous a emmené à Jérusalem, où les manuscrits sont conservés depuis 2019 à la Bibliothèque nationale. Vous confiez, je vous cite, n'avoir jamais eu la passion des chercheurs gantés manipulant les originaux comme des objets sacrés. Mais qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce que vous avez ressenti face aux manuscrits de Kafka ? J'ai été quand même très émue, très bouleversée de les voir. Surtout quand on connaît cette histoire, en fait. C'est-à-dire quand on mesure le nombre de sauvetages qu'il y a eu. Oui, bien sûr. Entre la valise, entre Prague voilà. depuis Prague, et puis là, 50 ans au milieu des pipis de chat. Du pipi de chat, voilà. Les autodafés nazis au milieu. Enfin, on ressent le fait qu'on n'aurait jamais dû les avoir entre les mains. Et ça, c'est très bouleversant. Et ils sont dans un bon état de conservation ? Oui. Très bon. C'est vrai ? Oui. Même les pipis de chat n'ont pas non, mais entamé. ils ont été traités à l'anti-acide, à l'insecticide, etc. Une fois qu'ils ont été sortis de cet appartement de la rue Spinoza, ils ont été traités. Ouais. Votre livre est tout à fait bouleversant, Léa Weinstein. Qu'est-ce que cette enquête a changé dans votre vie ? Et peut-être dans votre regard de Kafka ? Mais même dans ma vie, c'est vrai que ça a changé des choses, parce que ça m'a montré à quel point, quand vous avez l'intuition qu'un écrivain vous habite comme ça, moi je le lis depuis que je suis jeune, et je nourris un rapport comme ça de légère obsession, on va dire, à l'égard de son œuvre.
Et donc, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Même si, voilà, les manuscrits, les originaux, ça m'intéressait pas plus que ça, je sentais qu'il y avait là-bas une histoire qu'il fallait que je suive. Et le fait de l'avoir fait, c'est-à-dire d'y être allé, d'avoir refait ce trajet, en fait, de l'Europe jusqu'à Tel Aviv, jusqu'à Jérusalem, d'avoir imaginé, d'avoir rencontré les gens qui ont vécu cette histoire, et donc d'avoir été moi aussi dans une sorte de fidélité comme ça, comme Max Brod à ses manuscrits, ça m'a donné vachement de force. Un mot tout de même très technique sur ces manuscrits. Grâce à ces manuscrits, on peut voir tout le travail que Max Brod a effectué sur le texte original de Kafka. Qu'en pensez-vous ? Je me suis rendu compte qu'il était véritablement co-auteur de l'œuvre, parce que les manuscrits sont effectivement ceux d'un homme qui ne voulait pas les voir publiés. Donc ça veut dire que c'est dans un bazar sans nom. C'est pas un document Word avec des numéros de pages et quelque chose d'ordonné en vue d'une publication. Il s'agit vraiment de papier désordonné, et vous le voyez ça quand vous manipulez les originaux, ça commence dans un sens, ça repart dans l'autre. Au milieu de ça, il y a des exercices de l'apprentissage de l'hébreu, vous avez des notes, des brouillons, un début d'un récit d'un rêve, et puis finalement un bout d'un chapitre d'un roman. Donc Max Brod a véritablement donné naissance à l'œuvre telle que nous, on la lit. Il a reconstitué ça comme un détective. L'enquête, c'était de retrouver les manuscrits, mais une fois qu'il les avait retrouvés, il a fallu aussi donner corps à cette œuvre, ce qu'il a fait quand même. Quel conseil vous donneriez, un conseil de lecture pour celles et ceux de nos éditeurs qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir Kafka ? Alors, vous avez mentionné dans votre récit une longue nouvelle, un petit roman, une longue nouvelle petit roman qui s'intitule Le Terrier, qui est un des derniers textes que Kafka a écrit et qui, en termes de petite fiction, est très très beau, très mystérieux, en même temps très accessible. Et puis sinon, il y a quand même les lettres à Milena. Là, on est dans la correspondance amoureuse et c'est absolument magnifique. Merci beaucoup Léa Weinstein de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire des manuscrits de Franz Kafka. Je rappelle donc votre livre « J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire » publié chez Flammarion. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.